1. Le journal de 7h sur Europe 1, Thomas Schnell. Bonjour Thomas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Donald Trump et Vladimir Poutine se sont de nouveau parlé au téléphone. 2 heures d'échange sans grande avancée pour l'Ukraine. À Moscou, Vladimir Poutine continue de souffler le chaud et le froid. Pas de cessez-le-feu sans condition. Nous sommes d'accord avec le président américain pour dire que la Russie proposera et est prête à travailler avec la partie ukrainienne sur un mémorandum concernant un éventuel futur accord de paix. Dans le mémorandum seront définis un certain nombre de positions, telles que les principes de règlement, le calendrier d'un éventuel accord de paix, etc., y compris un éventuel cessez-le-feu pour une certaine période de temps. Volodymyr Zelensky, lui, se méfie des exigences russes et presse Washington de sanctionner la Russie pour forcer l'arrêt des combats. De son côté, le président américain assure que des négociations de paix vont pouvoir commencer, Antoine Bienvaux. Oui, Donald Trump assure que des négociations entre Kiev et Moscou vont commencer immédiatement autour de la question d'un cessez-le-feu. Mais selon Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions européennes, il faut encore rester très prudent à ce stade. On va voir qui va négocier pour la partie russe, qui va négocier pour la partie ukrainienne. Donc pour l'instant, rien n'est certain. Volodymyr Zelensky assure de son côté être prêt à étudier ce fameux mémorandum, même s'il dit attendre d'en connaître les détails. Le président ukrainien prévient seulement qu'il ne retirera pas son armée des régions aujourd'hui contrôlées par Kiev. Si le mémorandum proposé par Vladimir Poutine voyait le jour, cela pourrait ouvrir la porte à des négociations plus concrètes autour d'un cessez-le-feu. Des négociations qui, selon Donald Trump, pourraient se dérouler au Vatican autour du pape Léon XIV qui avait proposé sa médiation lors de sa prise de fonction. Et justement, dans son avion de retour de Rome où il s'était entretenu avec Volodymyr Zelensky, le vice-président américain a regretté l'impasse dont l'Ukraine et la Russie devraient se sortir. Si la Russie n'est pas disposés à cela, nous devrons finir par dire à terme, ce n'est pas notre guerre, avertit J.D. Vance. Et le ton monte également entre les dirigeants internationaux sur le sort de Gaza. Benjamin Netanyahou n'a pas apprécié que la France, le Royaume-Uni et le Canada condamnent son offensive militaire sur l'enclave en demandant à Israël de mettre fin à une guerre défensive pour notre survie. Les dirigeants de Londres, Paris et Ottawa offrent une immense récompense pour le Hamas. Dans une déclaration commune, Emmanuel Macron, Keir Starmer et Mark Carney avaient prévenu qu'ils ne resteraient pas les bras croisés face aux actions, je cite, scandaleuses du gouvernement israélien qui poursuit sa prise de contrôle de Gaza. Il est 7h03 sur Europe 1. Retour en France. Bruno Retailleau a désormais les mains libres après sa victoire écrasante à la présidence des Républicains, 74,3% des suffrages. Cela me donne de la force, assuré hier sur Europe 1 le nouveau chef de la droite. Il entend mettre sur pied la machine de guerre électorale en réunissant les cadres du parti au siège ce matin à 10h. Pour le nouveau chef des Républicains, la ligne à suivre est claire, Alexandre Chauveau. Sur le fond, Bruno Retailleau l'a dit, il souhaite une droite qui s'assume, libérale sur le plan économique, conservatrice sur les questions sociétales, une ligne qui devrait se ressentir dans les nominations aux postes clés. Selon nos informations, Othman Nasrou, qui a dirigé sa campagne, mais aussi François-Xavier Bellamy ou encore la sénatrice Alexandra Borchio ont de bonnes chances d'hériter de postes stratégiques. Le nouveau patron des Républicains souhaite ainsi promouvoir de nouveaux visages. Il ne faut pas qu'LR devienne un syndic des gloires passées, avertit un conseiller. L'organigramme, Plétorix ou Éric Ciotti, pourrait cette fois être plus resserré. Pour les postes techniques, Bruno Retailleau devrait s'appuyer sur une poignée de fidèles, dont certains sont présents avec lui place Beauvau. Des proches parmi les proches à qui le ministre de l'Intérieur entend déléguer l'essentiel des tâches pour mieux se concentrer sur la stratégie. Et les dossiers ne manquent pas, la préparation des municipales l'an prochain, mais aussi et surtout le mode de désignation du futur candidat de la droite en 2027, poste particulièrement convoité chez les Républicains. Plus de 500 naufragés du rail dans le Lot-et-Garonne, des voyageurs bloqués dans un TGV. Une bonne partie de la nuit, la circulation a été interrompue entre Bordeaux et Toulouse. À cause de ces énormes grêlons que vous entendez, des pluies diluviennes qui ont provoqué d'énormes dégâts, dont l'inondation d'une voie à Tonneins. Les orages soudains ont balayé l'Occitanie hier. Ils concerneront aujourd'hui la Méditerranée. Des opérations de blocage de taxis, elles vont se poursuivre aujourd'hui à Toulon et Marseille, près de Marignane, selon nos confrères de la Provence. Hier à Paris, ils étaient plus d'1 millier. La situation a dégénéré. 64 conducteurs ont été arrêtés. Et à Nantes, les policiers municipaux réclament à nouveau le droit de porter des armes létales. La municipalité s'y refuse,
malgré la hausse de l'insécurité. Alors le syndicat Force ouvrière monte au créneau avec un préavis de grève dénonçant les dangers auxquels font face les agents, tapage, refus d'obtempérer, intervention sur des rixes. Les situations à risque se multiplient au point que certains Nantais réclament eux aussi des armes à feu pour leurs policiers, Sandrine Prioul. Ils sont capables de tout, donc en tant que policier, il faut préparer à tout aussi. Aux grands mots, les grands remèdes face à une jeunesse devenue ultra violente. Voilà ce que vous répondent certains Nantais qui abondent dans le sens de leurs policiers municipaux. Moi, je prône que les policiers municipaux, qu'ils ont des armes à feu. Parce que là, avec la nouvelle génération, ça commence à être compliqué, plus violent. Si les policiers, ils ont une arme à feu, ça peut tempérer les situations. J'ai vu des policiers suivre des jeunes, un ado qui sait que maintenant les policiers municipaux ont leurs armes, ils vont éviter à faire des bêtises. Dissuasive est plus que nécessaire pour se défendre, justifient les syndicats au regard de leurs prérogatives où la drogue se diffuse aujourd'hui à ciel ouvert. Mais les habitants tempèrent, une décision aussi lourde doit évidemment être fonction de l'usage. Ils sont vraiment là pour normalement faire de la prévention. Après, on ne sait pas s'ils interviennent dans des quartiers vraiment chauds où là, effectivement, ce serait bien qu'ils puissent se défendre à minima. Sinon, sur tout ce qui est trafic de drogue, tout ça, est-ce que c'est pas plutôt la police nationale ? Ici à Nantes, de sources syndicales, 4 policiers municipaux sur 5 souhaiteraient une arme à feu. Nantes, Sandrine Prioul, Europe 1. Les activités dites ludiques pourront reprendre en prison. Décision du Conseil d'État qui annule la mesure du ministre de la Justice prise en février dernier. Gérald Darmanin avait ordonné l'arrêt de toute activité en dehors du sport, de l'éducation et de la langue française après une polémique sur des soins du visage prodigués à des détenus de la prison d'arrêt, de la maison d'arrêt de Toulouse-Seyss. Un revers pour Gérald Darmanin, Alexis de la Fontaine. Oui, le Conseil d'État estime que Gérald Darmanin n'a pas le droit, je cite, d'interdire par principe certaines activités en prison. En tant que ministre de la Justice, il peut simplement les encadrer, tranche la plus haute instance administrative. Pas de quoi décourager Gérald Darmanin, bien déterminé à stopper ces activités qu'il juge provocantes. Quand on va en prison, il faut accepter que la prison, ce soit un lieu de détention difficile, nécessaire, un mal nécessaire pour la société. Et dans ces cas-là, je proposerai des changements législatifs. Le Conseil d'État, il juge par rapport à la loi. Et donc, si jamais la loi n'est pas bonne, je proposerai des modifications législatives. Cette réforme pourrait s'ajouter à sa proposition qui sera débattue prochainement à l'Assemblée nationale pour faire payer aux détenus une partie de leurs frais d'incarcération. En attendant, ses adversaires politiques se sont immédiatement jetés sur l'occasion pour dénoncer l'impuissance du ministre de la Justice. Stop au gouvernement des juges, retour au gouvernement du peuple, répond le Rassemblement national. Alexis de la Fontaine pour Europe 1. Et une cinquantaine de projets ont été dévoilés hier au sommet de Choose France à Versailles. Pour un montant record de 37 milliards d'euros, 200 patrons du monde entier accueillis en grande pompe au château de Versailles par le chef de l'État qui parvient à séduire les entreprises américaines et ce malgré le contexte et l'incertitude ambiant. Baptiste Morin. Oui, si la France va accueillir par exemple une usine unique en son genre pour recycler des vêtements, c'est parce qu'elle a un atout, c'est ce qu'explique le cofondateur de Cirque, Peter Majeranowski. Nous avons considéré tous les pays du monde, il y avait 80 sites possibles et la France était le premier choix car il y a ici une énergie décarbonée, peu chère et fiable. Il y a beaucoup d'instabilité dans le monde en ce moment et la France nous apparaît comme un lieu sûr. Autre entreprise américaine à investir en France, la société de services informatiques Kyndryl, 100 millions d'euros. Le point de vue américain sur la France a-t-il changé ? Non, répond Jérôme Calmelet, le président du groupe en France. C'est le plus gros investissement depuis la création de Kyndryl en Europe, ce qu'on est en train de faire, donc je pense que ça répond à la question. Habitué de ce rendez-vous à Versailles, le directeur général d'Amazon en France, Frédéric Duval, observe lui une évolution. On a effectivement vu une prise de conscience au fil des années. On voit une certaine envie de simplifier des procédures. Et s'il y a lieu, le sommet est toujours l'occasion de passer un message au président sur la politique économique à tenir. Et pour attirer encore davantage d'investisseurs, Emmanuel Macron a plaidé en faveur de la suppression de la directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises. Elle impose une traçabilité des productions multinationales sur les questions environnementales et des droits humains. Merci à vous Thomas Schnell, c'était votre journal. Il est 7h10 sur Europe 1 à suivre l'édito écho. On va parler de la TVA sociale, c'est le grand retour en ce moment d'un serpent de mer politique, l'idée étant de baisser d'un côté les cotisations sur le travail, de les transférer sur la consommation via la TVA. Est-ce que c'est la bonne solution pour que le travail paye mieux ? On va voir ça avec Agnès Verdier-Molinier dans 10 minutes. Et dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. La sénatrice Nathalie Goulet, on va parler du définancement européen à des associations pro-Hamas. C'est scandaleux, mais c'est pourtant bien réel. On voit ça dans un instant sur Europe 1. Bon réveil.